Bonjour à toutes et tous. Donc c'est BF39. Voilà. Je vois qu'il m'a laissé son petit pistolet. Je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Donc oui, je suis Bertrand Formet, donc coordinateur numérique éducatif et innovation à Canopée Bourgogne-Franche-Comté. Et puis je copilote aussi un groupe de travail national autour des humanités numériques et en éducation. Voilà, et puis je publie une veille depuis 1 an et demi bientôt qui s'appelle Une IA par jour, où chaque jour, en fait, j'ai testé des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Je la publie sur les réseaux sociaux et ensuite, quand j'ai un peu de temps, je la mets sur le site dédié. Voilà, mais on pourra en reparler si vous le voulez. Ce que je vous propose, c'est d'aborder ces parties-ci. Je pense que déjà, il y a une nécessité de savoir de quoi on parle, en fait, quand on parle des intelligences artificielles. On en a beaucoup entendu parler depuis 1 an et demi. On continue à en entendre parler beaucoup. Toutes les semaines dans les médias, il y a un article ici ou là qui parle d'intelligence artificielle. Donc on va y revenir. Ensuite, un focus sur les intelligences artificielles génératives, qui sont celles qui ont remis les intelligences artificielles sur le devant de la scène, en tout cas médiatique, et qui sont arrivées dans notre quotidien en novembre 2022 avec ChatGPT. On fera une partie sur le prompt, la requête qui est l'entrée principale de tous les outils d'intelligence artificielle générative, que ce soit qui soit dédié au texte, à l'image, à la vidéo, à la musique, etc. Un point sur toutes les controverses qui sont liées aux intelligences artificielles, parce que c'est très important d'aborder cette thématique dans sa globalité. Et donc, on parlera du pharmacon. Un dernier focus sur les intelligences artificielles génératives en éducation. Et enfin, tout à la fin, on parlera des outils et je vous expliquerai pourquoi ça n'arrive qu'à la fin. Voilà. Bien sûr, il y aura des outils qui seront cités tout au long, mais ce focus-là, on le fera vraiment qu'à la fin. Voilà. Et puis, il y aura bien sûr un temps de questions en fin d'intervention. Je vais commencer par une petite vidéo. Alors, j'ai choisi quelques petites vidéos pendant la présentation. C'est des vidéos que vous pourrez retrouver, qui ont été produites par Réseau Canopée, que vous pourrez utiliser aussi si vous le souhaitez. On a essayé en fait de résumer ce champ extrêmement vaste en 1 minute 30, le champ des intelligences artificielles. L'intelligence artificielle est une branche des sciences informatiques qui vise à concevoir des systèmes capables d'imiter certaines fonctions intellectuelles humaines. Les premières IA, apparues dans les années 50, étaient basées sur le raisonnement symbolique, qui s'appuie sur le calcul brut et des règles qu'on peut expliciter. Puis l'IA évolue vers l'apprentissage automatique, ou machine learning, dans lequel les algorithmes apprennent par eux-mêmes, par essai-erreur. L'apprentissage automatique utilise en particulier les réseaux de neurones et depuis une dizaine d'années l'apprentissage profond qui s'appuie sur des machines toujours plus puissantes permettant de déceler des liens dans des océans de données. Les récents succès populaires des IA génératives utilisent aussi des réseaux de neurones. Elles peuvent générer des images, des morceaux de musique ou même créer des textes. ChatGPT, par exemple, est capable de générer une réponse à une question posée, un exposé sur Karl Marx en 40 pages, une explication de la physique quantique en 3 lignes ou une dictée sur le mystère du pluriel des mots en OU pour une classe de CM1.
L'intelligence artificielle pourrait sembler proposer des outils dépassant les capacités humaines. Mais elle reste hyper spécialisée, incapable de mener des tâches totalement différentes les unes des autres. On parle d'IA faible. L'IA forte reste pour le moment un fantasme que l'on retrouve uniquement dans la science-fiction. Pour s'en servir de manière responsable et améliorer notre quotidien, il est très important d'aborder les enjeux éthiques, sociaux et philosophiques liés à son utilisation. Voilà. Ce qui me semble important de retenir dans ce petit film, c'est que déjà l'intelligence artificielle est un domaine de recherche qui existe depuis les années 1950 et pas depuis novembre 2022. En novembre 2022, les intelligences artificielles génératives sont apparues au grand public via ChatGPT. Mais cette technologie existait déjà auparavant, sauf qu'on n'en avait pas, voire très peu, entendu parler. Voilà. Ces technologies, elles sont arrivées grâce à nous toutes et tous. Elles sont arrivées face, j'allais dire, du grand public, grâce aux données qu'on a produites. Aux données qu'on a produites depuis plus de 10 ans, 15 ans, toutes les données qui sont publiques et qui ont été publiées sur Internet ont permis de forger d'énormes bases de données qui sont les grands modèles de langage. Voilà. Ensuite, il faut aussi dépasser ce discours qu'on a pu entendre maintes et maintes fois. Ces intelligences artificielles génératives sont ce qu'on appelle des IA faibles. Elles sont, même si il y a toujours, on utilise un outil, il y a un espèce d'effet waouh qui est d'ailleurs très, très mis en avant par dans plein d'outils avec une petite baguette magique qui symbolise l'intelligence artificielle. Cet effet waouh, certes, il y a un effet de rapidité, etc., mais ces outils restent spécialisés dans des domaines. Ce qu'on a dans les films de science-fiction, ça n'existe pas. Peut-être que ça existera un jour, mais l'IA forte n'existe pas. Vous avez des outils qui font très bien de la génération de texte, de la génération d'images, de sons, etc., mais qui restent spécialisés dans ces domaines-là. Certains, on y revient après, peuvent avoir plusieurs domaines d'intervention, mais elles ne gèrent pas l'absolue quantité des générations. Ouais. Et puis, bien sûr, tout ça pose beaucoup de questions, notamment depuis plusieurs mois, avec une intégration de plus en plus massive dans nos outils du quotidien. Mais l'intelligence artificielle en général, les intelligences artificielles, on les a depuis très longtemps dans notre vie quotidienne. Potentiellement, ce matin, vous avez utilisé une application de navigation pour arriver ici. L'application de navigation qui détecte qu'il y a un bouchon 10 km devant vous et qui vous propose un autre itinéraire, fait appel à de l'intelligence artificielle. Potentiellement, vous êtes abonné à des services de streaming. C'est les recommandations que vous avez dans votre service de streaming. C'est aussi de l'intelligence artificielle qui va se baser sur vos données de consommation de séries, etc., sur vos habitudes de connexion, etc., et va vous pousser, vous proposer des contenus. On l'a aussi dans tous les assistants connectés, les enceintes connectées, dans votre téléphone, Alexa, Siri, etc., qui font aussi appel à l'intelligence artificielle et de plus en plus confèrent les dernières annonces pour les appareils avec une pomme dessus. Voilà. L'intelligence artificielle, mais ça, vous le connaissez certainement plus que moi, mais je m'y suis un peu penché, est aussi présente dans l'agriculture.
J'ai fait une petite recherche, j'ai découvert plein de choses. Ça, ce ne sont que des entreprises françaises qui proposent des outils pour l'agriculture basés sur l'intelligence artificielle. Au-dessus, on a un suivi d'élevage. Chaque animal a une puce GPS dans son collier ou une puce à l'oreille et est suivi dans ses déplacements du quotidien. Et l'intelligence artificielle va repérer que tel animal se déplace beaucoup plus lentement que d'habitude, etc., etc., et va faire des préconisations à l'agriculteur. Le second, c'est une application de météo qui propose des appareils connectés et qui va aider notamment à l'irrigation. Ouais. Si l'agriculteur souhaite irriguer tel jour, l'application, via les capteurs qu'il y a sur les parcelles, va lui dire non, il va pleuvoir dans les 12 heures, ça ne sert à rien, etc. etc. Voilà. Donc bien sûr, risque de grêle, etc. La troisième au-dessus, c'est en fait, on va dire un robot, même si je n'aime pas trop ce terme, mais on y reviendra aussi, qui détecte les mauvaises herbes et qui fait du désherbage ciblé avec des lasers dans des parcelles. Voilà. Et donc, via une caméra, c'est ce qu'on devine un petit peu là, vous avez mauvaises herbes, un coup de laser et plus de mauvaises herbes en gardant les plantations originales. En bas, ici, même chose, c'est des capteurs qui sont mis sur les parcelles. Et grâce à ces capteurs, là, cette fois-ci, on peut parler de robots, il y a des robots autonomes qui vont pouvoir aller effectuer des tâches dans les vignes, dans les champs, et des tâches de traitement, voire des tâches de récolte. Et par exemple, un autre robot, Samiag Tech, qui est un robot qui récolte. Ouais. Et qui est capable, là c'est pour des choux, qui est capable en fait d'effectuer la récolte, de reconnaître grâce à l'analyse d'image que ça c'est un plant de chou, d'arracher le chou, de le mettre sur un tapis, etc. etc. Et puis enfin, dans le suivi post-récolte, une autre société qui propose, alors Javelot, vous voyez, en fait, c'est ces piquets qu'on voit dans le silo qui proposent en fait un suivi fin des récoltes qui sont engrangées dans le silo. Voilà. Donc l'agriculture, bien sûr, comme toutes les strates de la société, voit aussi des outils d'intelligence artificielle arriver. Et donc, on appelle ça l'agritech, comme il y a la edtech pour l'éducation. L'agritech française est très bien placée, d'ailleurs, autour des sujets d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, il y a donc l'intelligence artificielle, donc le traitement de données, la reconnaissance par image, etc. etc. Et puis, il y a eu donc ces intelligences artificielles génératives. Tout à l'heure, vous disiez que la réponse n'était pas celle attendue pour la citation de Victor Hugo. C'est normal. C'est normal parce qu'en fait, ces outils sont des outils mathématiques. C'est des outils basés sur les probabilités. C'est des outils qui vont forcément répondre à la question que vous leur posez. Et si cette question n'est pas très développée, la machine va répondre. Si vous lui demandez des idées pour une séance de français en BTSA, si vous ne précisez pas le sujet, l'âge des élèves, si c'est première, deuxième année, etc., la machine va vous faire une séance de français, il n'y a aucun problème. Voilà.
Sauf qu'elle ne correspondra pas à votre contexte. Et on y reviendra aussi tout à l'heure. Il y a vraiment ce besoin d'avoir une requête très développée et un besoin aussi de connaître le sujet. Et c'est ce que vous avez fait. Sans connaissance du sujet que j'interroge, eh ben, forcément, cette situation de Victor Hugo était complètement probable et ressemblait potentiellement au style de Victor Hugo parce que dans le grand modèle de langage, peut-être toute l'œuvre de Victor Hugo est rentrée. Et donc, c'était une situation probable. Si je n'ai pas le recul nécessaire en me disant « est-ce que c'est vraiment Victor Hugo qui a écrit ce texte ?» ben, je le prends, je le copie-colle. Et ben, j'ai une citation probable de Victor Hugo, mais pas la citation de Victor Hugo. Voilà. Un autre petit film qui résume un peu... c'est la même chose, vous le retrouvez, c'est sur Canotech. Vous pourrez le retrouver au besoin. Le temps s'accélère, l'information fuse, les machines nous répondent. Tandis que les IA génératives prennent leur envol, une question demeure. Qui dirige la conversation? Plongeons au cœur d'un monde où l'intelligence rencontre le probable, où l'humain et la machine s'entremêlent. Mais d'où viennent les réponses générées par l'IA? Ces réponses font suite à des prompts, des entrées textuelles que nous utilisons pour interagir avec les logiciels, formulés dans le langage de tous les jours. Ils permettent de lancer des commandes ou d'orienter les applications vers des sujets spécifiques et des formats attendus, que ce soit pour produire une image ou un texte. Intelligence ou probabilité? Ces IA reposent sur des modèles statistiques capables de modéliser la distribution des mots et des symboles dans une langue naturelle. Ces modèles peuvent prédire le mot suivant dans une séquence, tout en conservant un caractère aléatoire. En d'autres termes, les IA génératives effectuent des calculs, mais ne possèdent pas de représentation du monde. Elles nous assistent, mais ne comprennent pas. Humains ou machines? Les IA génératives manipulent d'immenses quantités de données, issues de pages Internet, de forums de discussion, de banques d'images et d'encyclopédies en ligne. Ces corpus, composés de milliards de données, sont traités par des algorithmes de calcul conçus par des ingénieurs et des techniciens pour simuler la pensée et la production humaine. Confiance ou méfiance? En reproduisant les créations humaines et en créant des variations de celles-ci, les IA génératives sont capables de composer des textes et des images qui paraissent authentiques. Grâce à leurs calculs, elles nous donnent l'illusion d'un discours authentique. Il est donc nécessaire d'exercer un esprit critique. L'intelligence artificielle produit des réponses en fonction de probabilités statistiques. Cela nécessite une réflexion approfondie pour pouvoir les expliquer et les valider, avant de pouvoir enfin les intégrer dans une décision ou dans une création personnelle. Nouveauté ou continuité? Les IA génératives ne sont pas une nouveauté à proprement parler. Le traitement automatique du langage remonte aux années 1950. Ce qui progresse, ce sont les capacités de calcul des machines, la numérisation de gigantesques corpus de données et les systèmes d'apprentissage automatique. Les IA génératives soulèvent des questions autour du droit d'auteur et de la relation avec les applications qui utilisent désormais le langage naturel. Elles posent des problèmes relatifs à l'identification de la source des informations générées et notamment à la paternité des contenus. Ainsi, les IA génératives ouvrent autant de perspectives que de questions qui touchent le domaine de l'éducation. Si elles permettent d'interagir de manière plus spontanée avec les machines, il est crucial de comprendre les enjeux liés à ces technologies. En développant notre esprit critique et en réfléchissant à leur utilisation et à leurs limites, nous sommes mieux préparés à naviguer dans un monde en constante évolution. Voilà, donc vous pourrez aussi le retrouver au format Sketchnote. Voilà. Là, j'ai fait un petit schéma. Alors, très vulgarisé, très simplifié.
sur le principe des IA génératives. Donc, comme vous avez pu le voir dans le film, on va poser une question, une requête plus ou moins développée à la machine. Et cette requête, par des algorithmes, va venir interroger une méga base de données, un large modèle de langage, LLM en anglais, Large Language Model. Ce grand modèle de langage, il comporte des milliards et des milliards de données, qui a un nombre même pas entendable en nombre de mots ou de caractères, etc. À titre indicatif, ChatGPT regrouperait 4 à 5... Wikipédia dans ChatGPT représenterait seulement 4 à 5% de la base de données de ChatGPT. Tout Wikipédia dans toutes les langues disponibles. Voilà. Ce modèle de langage est donc passé au filtre de votre requête, va subir un traitement algorithmique basé sur les probabilités. Si j'ai ce mot-là, quelle est la probabilité que le mot suivant soit celui-ci, etc., etc. Ça ne s'arrête pas au mot, c'est des suites de caractères, ce n'est pas forcément des mots. Et je vous ai mis une petite capture d'un outil qui est intéressant d'utiliser pour aller se rendre compte justement de ces probabilités. C'est l'outil texte de VitaScience, donc qui est ouvert à tous. Et on voit en fait que vous voyez que là, ici, c'est pas des mots, c'est vraiment des suites de caractères. Et c'est pas forcément la suite de caractères qui obtient 100% de probabilité, qui est choisie par la machine, parce que la machine remet tout ça dans un contexte qui est le contexte de la phrase, relié à votre requête, de la phrase, du paragraphe, etc. Voilà. Il y a une petite chose aussi que vous pourrez aller voir, c'est ce que vous avez à droite dans VitaScience, c'est ce qui est intitulé aléatoire. En fait, les machines sont configurées avec un plus ou moins grand taux de, entre guillemets, créativité. Et plus ce taux est proche de 0, plus la réponse va être proche de votre requête, plus le taux est proche de 100%, et plus ça n'aura plus rien à voir. Mais vraiment plus rien à voir. Voilà. Donc ça, dans plein d'outils, on peut aussi régler ce curseur avec plus ou moins, entre guillemets, d'intervention de la machine et d'anticipation de la machine. Vous avez forcément entendu parler des hallucinations des intelligences artificielles. Les hallucinations sont liées à ce curseur, finalement, qui est quelquefois complètement invisible de l'utilisateur. Voilà. Et donc, selon si la machine a été réglée pour produire des contenus plus ou moins créatifs, plus vous aurez plus ou moins d'hallucinations au final. Ouais. Il me semble aussi important de s'arrêter sur le fait que les IA génératives aujourd'hui ne sont plus un effet de mode. Aujourd'hui, les IA génératives sont un fait social. On reviendra sur beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, les IA génératives sont partout dans votre potentiellement quotidien, mais encore plus dans le quotidien de vos élèves et des adolescents. Là, je vous ai mis une petite capture du baromètre de l'esprit critique d'Univers Science, qui est paru début mars et qui a interrogé avec l'Institut OpinionWay 2000 personnes de tout âge, toute région, etc. Donc a interrogé la confiance dans ces technologies.
mais aussi l'utilisation. Puis je vais m'arrêter sur ce qui est à droite. Côté adulte, un adulte sur 4 a déclaré utiliser les intelligences artificielles génératives contre un adolescent sur 2. On s'interroge, on revient aussi là-dessus après, sur le fait que chez les adultes, c'est principalement les hommes et les CSP+, qui ont déclaré utiliser les intelligences artificielles génératives, ce qui doit aussi nous interroger auprès de nos élèves, mais plus largement, on touche à la question de l'accès aux sciences, aux technologies, etc., pour les filles et les femmes. Voilà. Donc cette utilisation, elle est bien présente, elle est potentiellement méconnue chez les adolescents. Il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, j'allais dire. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'outils qui sortent tous les jours. Tous les jours, vous avez des outils basés sur l'intelligence artificielle. Je vais faire 3 zooms. Je vais commencer par celui du milieu. En avril 2023 est apparu dans toute la liste des conversations Snapchat cet avatar qui s'appelle MyAI, que vous pouvez bien sûr configurer à l'envie, lui changer ses habits, etc. C'est un agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle qui est disponible dans toutes les conversations de tous les utilisateurs Snapchat. Voilà. Et donc, vous pouvez converser avec cet agent conversationnel depuis votre messagerie Snapchat depuis à peu près 1 an. Dans la même veine, dans le même type d'utilisation, le 3e outil d'IA générative le plus utilisé au monde après ChatGPT et Midjourney pour les images, c'est un outil qui s'appelle Character AI, CH, et sans E. Character AI, c'est la même chose, c'est des agents conversationnels qui ont été créés par d'autres ou que je peux créer. Et je vais pouvoir, comme ça, les spécialiser autour d'un sujet. Alors, on le voit un peu sur cette capture-là, beaucoup de chatbots, d'agents conversationnels, pardon. Beaucoup d'agents conversationnels qui sont dédiés aux séries télé, aux mangas, aux chanteuses et chanteurs. Je vais pouvoir aller discuter avec Taylor Swift, voilà, et converser avec tout un tas d'agents conversationnels. C'est le 3e outil d'IA générative le plus utilisé au monde et potentiellement pas par nous. Voilà. En regardant tous les agents conversationnels, on voit bien que c'est une utilisation adolescente. Voilà. Et puis un dernier usage aussi qui est très méconnu du grand public, c'est le jeu. Il y a des jeux basés complètement sur l'IA générative. Là, je vous en ai mis un que je vous conseille, c'est un très bon jeu, AI Dungeon, qui est un peu une histoire dont vous êtes le héros, basée sur l'intelligence artificielle générative. Voilà. Donc ces usages adolescents, ils sont là et ils sont pas forcément... C'est pas forcément ChatGPT. Voilà. La présence des IA génératives, je disais qu'elle est de plus en plus présente dans notre quotidien. Elle est présente par les outils dédiés aux grands modèles de langage. En premier, c'est ChatGPT, Gemini, donc ChatGPT qui appartient à une société qui s'appelle OpenAI. Gemini qui est celui de Google, qui maintenant d'ailleurs, si vous utilisez le navigateur Chrome, vous faites arrobas dans la barre de recherche, dans la barre d'URL de Chrome, et vous pouvez interroger directement Gemini. Mistral, qui est un modèle de langage français et européen qui concurrence nettement les plus grands que sont Gemini, ChatGPT ou Claude.
Meta, Facebook, Instagram, etc., a le sien aussi qui s'appelle Llama. Et puis un dernier qui est apparu en Europe il y a moins d'un mois, mais qui existe depuis plus d'1 an aux États-Unis, qui s'appelle Claude, Claude.ai. Voilà. J'y reviendrai avec un exemple tout à l'heure aussi avec Claude. Donc ça, c'est je vais dans l'outil dédié et je vais poser mes requêtes. Ensuite, on a des intégrations directement dans nos outils du quotidien. Je vous ai fait une capture d'écran de PowerPoint avec l'intégration d'un outil de Microsoft qui s'appelle Copilot en version payante. Donc il y a la version gratuite de Copilot que vous pouvez utiliser. En version payante, Copilot s'intègre dans vos outils, dans votre suite bureautique. Comme l'a fait aussi un autre outil que vous utilisez peut-être pour faire des affiches ou des choses comme ça, Canva, avec ce que je disais tout à l'heure, sa fameuse écriture magique, qui n'a rien de magique bien entendu. Donc de plus en plus, on voit apparaître les outils d'IA générative dans nos outils sans aller forcément sur un site dédié. Et puis enfin, ça c'est une petite expérimentation que je mène sur mon site. Dans les outils, on a tous été dans l'agent conversationnel chez notre opérateur de téléphonie ou d'Internet. Il y a toujours la petite bulle en bas à droite, souvent. Voilà. Et ben, de plus en plus, ces outils-là aussi utilisent l'intelligence artificielle générative pour répondre à des questions qui sont complètement en langage naturel. Une autre évolution assez récente, mais qui aussi est présente maintenant dans... J'ai oublié de dire que, bien sûr, vous récupérez toutes ces infographies, etc. Je ne vais pas les lire. Hein. vous pourrez y aller voir. Une autre évolution qui est là à peu près depuis 6 mois, c'est l'intelligence artificielle multimodale. ChatGPT, Claude, Gemini sont capables d'interroger des documents ou des images. Là, je vous ai mis un petit test qu'on a fait autour de 2 photos d'un glacier à 90 ans d'écart. Et la machine nous a, voilà, image du haut, cette image montre un grand glacier qui semble être le point dominant du paysage. Image du bas, prise 90 ans plus tard au même endroit, cette image montre que le glacier a considérablement reculé. Explication, phénomène observé dans le monde entier, souvent attribué au réchauffement climatique, etc. etc. Voilà. Donc on a simplement donné l'image à la machine qui en a fait une analyse et ces outils étant basés sur la conversation, sur l'itération, on pourrait continuer comme ça la conversation avec la machine. Ça fonctionne aussi avec des documents PDF, des documents traitement de texte, etc. Voilà. Alors, pour accéder à ces IA génératives, il y a une entrée incontournable, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est en anglais le prompt, en français la demande, la requête, ça varie. Ce prompt que vous verrez dans plusieurs ateliers ce matin et cet après-midi, ce prompt, c'est vraiment la porte d'entrée incontournable. Sans un prompt construit, avec un prompt qui est très moyen et pas développé, vous aurez une réponse moyenne et pas développée par la machine. Plus vous allez construire votre prompt, plus la réponse sera développée. Voilà. Alors. Voici quelques principes pour un échange efficace avec une IA conversationnelle. Fond et forme. Pour commencer, formulez votre objectif pédagogique. Vous pouvez détailler quelles compétences vous souhaitez développer chez vos élèves. Quelle forme doit prendre la réponse ? Un plan ? Un tableau ? Une carte mentale ? Un texte avec un niveau de langage défini ? Cette requête écrite à l'IA s'appelle le prompt. Clarté et précision. Soyez clair et précis. Éliminez toute ambiguïté en évitant les termes vagues ou polysémiques. Lorsque vous interagissez avec l'IA en langage naturel, privilégiez les phrases simples et les questions directes. Simplifiez votre langage
et ne recourez pas au jargon ou acronymes spécifiques à la sphère éducative. En effet, les IA conversationnelles, pour le moment, sont principalement entraînées sur des modèles anglo-saxons. Contexte et contraintes. Décrivez le contexte de votre demande. Précisez le niveau d'acquisition, les attentes des programmes, l'âge des élèves, la démarche et les modalités pédagogiques souhaitées. Définissez le cadre de votre séquence et sa place dans la progression annuelle. S'agit-il par exemple de remédiation, d'un projet spécifique ou d'un approfondissement? Indiquez vos contraintes matérielles et organisationnelles. Itération. N'oubliez pas l'itération. Reformulez vos questions en fonction des réponses de l'IA. Cela permettra à la machine de développer des points spécifiques. Si nécessaire, demandez des suggestions de matériel, des exemples de contextualisation dans la vie quotidienne ou un minutage. Donc, clarté, précision, itération. Voilà. Donc, on évite, comme ça a été dit là, ces modèles sont principalement sur des bases de données d'origine anglo-saxonne. Donc, même si il y a beaucoup aussi de données en francophone, on évite les acronymes, on développe les acronymes. La DRAF, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Il y a de fortes chances que si, mais au cas où, voilà, on développe. Et surtout, je m'arrête vraiment sur ça, et notamment dans l'accompagnement de nos élèves, c'est des outils itératifs. Ce ne sont pas des moteurs de recherche qui vont nous donner une réponse et je vais aller cliquer. C'est des outils itératifs. Donc, j'interroge, je fais préciser, je fais développer, etc. On a l'habitude souvent, en tout cas moi et plusieurs de mes collègues, d'utiliser en fait ce modèle de prompt, de requête, qui a été développé par un formateur suisse qui s'est inspiré de plusieurs méthodes qui étaient développées du côté anglo-saxon. C'est la méthode actif. Si on a choisi cette méthode, c'est simplement parce qu'elle par son procédé mnémotechnique, elle permet de rentrer et de ne pas oublier chacun des piliers d'un prompt idéal. Voilà. Donc actif, et puis je vais faire ma petite blague forcément, actif parce que Ficta, ça marchait moins bien pour s'en rappeler. Voilà. Chacun de ces piliers-là peuvent être mis dans l'ordre qu'on veut, indifféremment. Mais voilà. Donc le A pour l'action, là c'est pour ChatGPT, mais ça marche pour toutes les IA génératives. Le A pour action, donc une tâche précise qui est demandée. Le contexte, on va préciser le public, le contexte dans le cadre scolaire, le contexte d'enseignement. On va préciser, on va donner des exemples aussi, par exemple. On va pouvoir dire, voilà ce que j'attends comme type de réponse. Une tonalité, on oublie souvent, mais les outils sont configurés pour répondre sur un certain ton, mais vous pouvez demander un tout autre ton. Un ton académique, un ton humoristique, satirique, etc., etc. Donc vous pouvez préciser ça aussi dans votre requête. Le I, moi personnellement, je commence toujours par le I. Voilà, chacun a son rapport à la machine plus ou moins différent. On va lui donner clairement un rôle. Tu es enseignant en lycée agricole en BTSA. Voilà. Donc BTSA, je développe l'acronyme, j'explique l'âge des élèves, etc., etc. Et puis enfin, un format, notamment pour les outils de texte. Bien sûr, ça génère du texte, mais ça peut générer plein de formes de texte. Ça peut générer un tableau, ça peut générer une carte heuristique sous forme de texte. Vous allez avoir du texte que vous allez copier et coller dans votre outil de carte heuristique et vous aurez votre carte heuristique. Ça peut générer des listes, ça peut générer, voilà. Mais précisez-le. Voilà. Peut même générer aussi des choses pour un logiciel spécifique. Tel logiciel, si vous expliquez le format qui est attendu dans le logiciel que vous utilisez au quotidien, la machine va vous produire un texte sous ce format-là que vous pourrez réutiliser ensuite. Voilà.
Alors, je suis désolé, j'avais prévu des nuages de mots-clés, mais ce matin, ça ne fonctionne pas. Donc, on va le faire en direct. On va essayer, en fait, ensemble, de réaliser un prompt. Voilà. On va commencer, donc chacun réfléchit, et on va commencer par le I. Et la consigne que je vous donne, c'est qu'on aimerait, comme la citation de Victor Hugo tout à l'heure, on a besoin de présenter notre établissement de l'enseignement agricole, mais voilà, on n'a pas trop d'idées, on est un peu pressé, on a envie d'aller voir si la machine peut nous amener des idées. Et donc, on va essayer de rédiger un prompt le plus efficace possible avec la méthode active pour que la machine nous donne des propositions. Alors, on va commencer par l'identité, qui nous propose quelque chose, plusieurs choses, et puis on le rédige. Allez, personne? Ah, là-bas, oui. Voilà. Tu es directeur du Lecta de Montmoreau. Un peu plus. Lecta, je ne suis pas sûr que l'outil. Donc voilà, bien sûr, on développe l'acronyme. Donc tu es directeur du Lecta de Montmoreau. Ensuite, on va lui demander d'effectuer une action. Alors, qui nous propose l'action qu'on va proposer à la machine? Comment? Alors, on lui parle en langage naturel. Quand je viens vous voir, je dis « Bonjour, un message promotionnel ». Non, on fait des phrases. Non, voilà. Voilà. Tu es directeur du Lecta du lycée de Montmoreau. Tu vas rédiger un message promotionnel présentant les activités du lycée. Le contexte, en fait, on l'aura déjà avant si on développe l'acronyme. Qu'est-ce qu'un Lecta? Voilà les élèves qui sont accueillis. Les filières qui sont proposées, autant en général qu'en agricole. Les spécificités du lycée. Oui? Alors, j'y reviens après. Et puis, enfin, le format. Là, on est parti sur un message promotionnel. Ce message promotionnel, il va aller sur quel type de format à la fin? Une affiche ou une plaquette. Et vous verrez que si on ne le précise pas, c'est important de le préciser parce que forcément, sur une affiche, il y a très peu de texte, alors que sur une plaquette, le texte va être développé. Si c'est un site web à la fin, même chose, il va falloir plus de développement. Voilà. Donc, vous pourrez essayer auprès de nos collègues ce matin et cet après-midi ce prompt-là, cette requête-là. Donc, tu es directeur du Lecta de Montmoreau. Tu vas rédiger un texte promotionnel pour une plaquette, etc., etc. Vous donnez le contexte. La tonalité, donc on l'a déjà dans promotionnel, mais vous pouvez aussi développer un peu plus la tonalité. Et vous verrez, vous pourrez faire un test par rapport à rédige un texte promotionnel pour un lycée agricole et par rapport au prompt qui est développé, vous verrez qu'il y a une très grande différence de réponse de la machine. Là, avec la méthode active, vous allez avoir une réponse très développée. Et vous allez pouvoir, comme ça, aussi affiner, en discutant avec la machine, affiner de plus en plus votre prompt. Voilà. Alors, ça a déjà été abordé dans l'introduction, et j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, les IA génératives, c'est un pharmacone, mais comme finalement tout les outils numériques. Donc le pharmacone, dans la philosophie antique, c'est à la fois le remède et le poison. Et il y a un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler qui a repris l'idée du pharmacone pour l'appliquer aux outils numériques il y a une dizaine d'années. Donc à la fois,
Donc oui, au passage, une image générée par une IA générative, Leonardo dans ce cas-là. On aura les deux côtés de la médaille. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est souvent entre les deux. Voilà. Et ces outils amènent beaucoup de questions et des questions, pour beaucoup de ces questions, des questions essentielles, mais qui ne sont pas forcément liées à ces outils. Et on le verra notamment en éducation, j'en parle après. Beaucoup de ces questions sont des questions qui sont déjà présentes dans l'éducation depuis des années, voire des dizaines d'années. Voilà. Et notamment la grande question de l'évaluation, et on en parle tout à l'heure. Voilà. La première, il y a une vraie question autour de l'égalité et les inégalités. Notamment, la première, c'est l'égalité d'accès à ces outils. Bien sûr, d'accès matériel. Il faut avoir un appareil connecté. Voilà. Même si dans les développements à venir, on pourrait se retrouver, je ne vais pas faire de la fiction totale, mais on pourrait se retrouver de plus en plus à avoir des choses directement dans notre machine qui ne seraient pas connectées. Mais c'est une autre question, on y revient aussi après. Il va falloir des machines beaucoup plus performantes que celles qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc déjà, une égalité d'accès matériel, mais aussi une égalité de maîtrise. On vient de le voir sur le prompt. Si entre un prompt complètement basique et un prompt amélioré, la réponse ne sera pas la même. Et donc, on n'aura pas du tout le même niveau de réponse selon les utilisateurs. Ça peut aussi apporter plus d'égalité, des inégalités, mais aussi plus d'égalité. Potentiellement, c'est ce qu'on a mis ici, sur le côté gauche. On a finalement un écrivain. Si je maîtrise l'accès à ces outils-là, j'ai un outil qui est capable de m'aider à écrire. Un assistant d'écriture. Il ne fait pas à ma place, mais il va m'assister. Il va m'assister pour corriger mes erreurs d'orthographe. Par exemple, je vais écrire une lettre, même manuscrite, on l'a vu tout à l'heure avec l'IA multimodale. Je vais pouvoir prendre en photo cette lettre que j'ai écrite manuscrite et la machine va me proposer de corriger, voire d'améliorer mon texte. C'est aussi potentiellement un précepteur. Alors, pour répondre à votre question, précepteur basé sur une base de données. Une base de données qui a été choisie par l'éditeur de l'outil, une base de données que je ne connais pas forcément. Une base de données qui n'est pas forcément ouverte. C'est le cas de ChatGPT. La base de données de ChatGPT, le grand modèle de langage, n'est pas accessible au grand public. Alors, bon, vous et moi, ça ne nous servirait pas à grand-chose d'aller fouiller dans des milliards et des milliards de données. On ne va pas être armé pour ça. Par contre, des chercheurs sont capables d'aller voir les occurrences des mots, d'où viennent les sources, etc., sur des modèles qui sont ouverts, comme Llama, Gemma de Gemini ou Mistral. Voilà. Donc, il y a ce premier biais-là qui est le choix de la base de données. Donc, la base de données, une entreprise a choisi de mettre telle ou telle chose dans la base de données. Donc, selon les choses qu'on va aborder, chaque modèle de langage aura des spécialisations, des spécialités. Par exemple, vous avez des modèles qui sont très bons en génération de code ou à peu près bons en mathématiques et pas du tout en langue. Voilà. Ensuite, maintenant, donc c'est là qu'intervient votre question, de plus en plus de modèles ajoutent en fait une couche au modèle de langage qui est la connexion à Internet. Voilà. Vous avez notamment un outil qui s'appelle Perplexity avec un Y. Perplexity est connecté à Internet et est capable d'aller interroger Internet et vous citer ses sources. Voilà. Ce que ChatGPT 3.5, celui qu'on avait grand public il y a encore un mois, ChatGPT 3.5 avait une base de données figée en fin 2022 et n'était pas capable d'aller citer des sources. Voilà. Donc ça peut devenir aussi un précepteur, seulement si on connaît un petit peu le sujet, au moins un petit peu le sujet, et on est capable d'interroger la machine
et d'avoir de la pensée critique nécessaire pour aller vérifier les sources et vérifier ce qu'a généré la machine. Oui. Peut-être. J'en profite. Oui, merci. Donc j'ai une question qui vient probablement comme un cheveu sur la soupe et je vous laisse la replacer dans le contexte de votre exposé. Dans notre contexte actuel qui est quand même où la sécurité des données, la confidentialité quand même et les attaques prennent une place de plus en plus importante et donc la sécurité des données. Est-ce qu'il y a des risques de, quand même, donc si on utilise beaucoup l'IA, on rentre des équations de recherche, des prompts, à des moments donnés, est-ce qu'il y a quand même des risques de recoupement de l'auteur de la requête avec le type de recherche qu'il a pu faire, enfin de compilation de ces choses-là et de fuite en fait Ouf, ça va, j'ai prévu d'en parler après. Merci. On en parle juste après. Toute la partie légale et éthique est bien sûr super important dans nos choix d'utilisateurs. Un point sur la créativité. On entend aussi beaucoup ces outils vont détruire la créativité, vont détruire des emplois. Ça sera peut-être le cas. Il faut se le dire aussi. Moi, je pense plutôt, et à force de lire des articles sur le sujet, que ça va repositionner potentiellement des emplois et assister des emplois existants. Certains, potentiellement, vont disparaître, il faut se le dire aussi, notamment des emplois qui effectuent des tâches hyper répétitives que la machine pourrait faire. Mais sur le point de la créativité, au contraire, je pense que pour toute une partie, c'est sûr que la machine va pouvoir remplacer des tâches existantes. C'est déjà le cas et on le voit malheureusement, j'allais dire déjà dans la publicité, dans certains médias, etc., où en fait on a des contenus probables, encore une fois, et des contenus probables qui sont en gros l'image d'une pomme, c'est ça, et donc quelque chose de très uniforme parce que ça n'a pas été travaillé et c'est de l'image générée à la volée, j'allais dire. Par contre, pour avoir des images créatives, alors je ne sais pas si l'image de tout à l'heure était créative, mais en tout cas, moi j'ai passé du temps à réfléchir sur le prompt de cette image et d'arriver à ce que je voulais comme type d'image. Il a fallu que je travaille mon prompt et pas forcément sur la machine. Un papier, un crayon, ça marche aussi. Et donc, il faut à la fois que j'ai quelques connaissances en photo, en point de vue, en éclairage, en style artistique, etc. pour réaliser mon prompt. Il faut que j'ai déjà visualisé l'image dans ma tête, à minima, pour être sûr d'avoir ce que je recherche et pour arriver à des choses comme ça. On verra aussi qu'au niveau créativité, ça donne aussi accès à des formes auxquelles on n'a pas forcément accès. Moi, je pense à la musique, par exemple. Je connais absolument rien à la musique et ça me permet de générer des choses en musique que je trouve intéressantes et que je peux réutiliser, etc. Voilà. Donc, et puis, il y a à nouveau cette histoire de la température, le petit curseur qu'on avait sur le texte, on l'a aussi sur l'image, un niveau de créativité de la machine qui sera plus ou moins inspirante. Voilà. Sur la question, je fais une petite parenthèse, mais parce que vous m'y avez fait penser. Sur la question du droit, le droit d'auteur, notamment pour les images, pour l'instant, les procès qu'il y a pu avoir un peu partout dans le monde n'ont jamais donné raison aux requérants qui étaient des artistes ou des grands labels de musique, etc. Tout simplement encore parce que ces outils sont basés sur la probabilité. Ces outils ne sont pas des copier-coller, ce n'est pas des banques d'images. Par contre, ils vont aller chercher
un pixel à droite, un deuxième pixel à gauche. Si vous mettez que vous voulez l'image d'une voiture, ça sera la moyenne de toutes les voitures qu'il a dans sa base de données, et la moyenne de toutes les voitures, la probabilité qu'une voiture ressemble à ça, c'est ça. Et donc, l'outil va construire une voiture probable, encore une fois, etc. Voilà. Un gros sujet autour des IA génératives, c'est les biais, et notamment ce biais WERD, Western Educated, Industrialized, Rich, Democratic. Ces outils sont principalement créés pour faire vraiment dans la caricature par des hommes blancs de 50 ans dans la Silicon Valley. Voilà. Avec tous les biais que ça inclut. Je l'ai dit tout à l'heure aussi sur l'accès aux femmes, etc. Le test, alors même si ce test est de moins en moins vrai parce que les entreprises ont gommé ça de plus en plus, faites un test sur un outil de génération d'images avec en anglais a nurse, a doctor. A nurse, vous aurez quasiment tout le temps une femme. A doctor, un homme blanc, voilà, potentiellement avec des petites lunettes et une blouse. Voilà. Et ces biais-là sont très présents, bien sûr, dans l'image, mais aussi bien sûr, dans le texte. Et dans le texte, pour le sujet qui nous intéresse, qui est l'éducation, si vous ne précisez pas dans votre prompt que vous êtes dans un contexte scolaire français, avec des programmes français, etc., vous aurez des méthodes pédagogiques anglo-saxonnes une fois sur deux. Donc, précisez bien tout ça. Voilà. Donc, dans ces biais, il y a plein de choses. Hein. Il y a bien sûr aussi potentiellement un modèle qui peut être très puritain selon les outils. Voilà, on peut aussi avoir ça. Donc, il faut aussi avoir ce recul d'analyse. C'est pourquoi, en fait, il me propose ça. Voilà. Et qu'est-ce que je veux, moi, et comment je le formule pour que la machine génère bien ce que j'attends. Voilà. Grande question auxquelles on n'a pas beaucoup de réponses encore. Donc, encore une fois, là, recul nécessaire. La question de l'environnement. Les seules études qu'on a aujourd'hui fiables sont sur l'entraînement des modèles. La partie d'entraînement. Le modèle, c'est une grosse base de données. À un moment donné, on va l'entraîner et on va mettre des étiquettes sur telle ou telle chose pour que la machine soit capable d'aller piocher au bon endroit, dans le bon casier, dans le bon tiroir. Voilà. Cette phase d'entraînement, à l'échelle de milliards de données, est très consommatrice d'énergie. Voilà. Parce que quand vous changez un paramètre sur une base de données qui en comporte des milliards, vous changez finalement toute la base de données. Voilà. Ça, c'est documenté. Il y a des articles scientifiques là-dessus. Ça, c'est sûr que cette phase-là est très consommatrice d'énergie. Sur la requête, sur l'utilisation individuelle, l'utilisation qu'on peut en faire, il y a très peu de documentation encore parce que c'est très récent, voilà, tout simplement. Par contre, ce qui semble être un consensus, c'est que l'IA générative consommerait 4 à 5% de l'ensemble des serveurs qu'il y a sur la planète. Donc les serveurs, c'est ce qu'on appelle les data centers, des gros hangars avec des gros ordinateurs. Donc il y en a partout sur la planète. Il y en a à côté de chez nous. Il y en a dans le Jura, je ne sais pas s'il y en a, mais il y en a en plein centre de Besançon. Enfin, voilà. Ces data centers sont là depuis l'Internet. C'est ce qui permet d'héberger des données et de faire transiter des données. Voilà. Ces data centers, 4 à 5% de l'ensemble de la consommation énergétique du numérique. Voilà. Donc, finalement, on pourrait dire que ce n'est pas grand-chose, voilà. Mais c'est quand même 4 à 5%. Ensuite, la difficulté d'étudier cette consommation, c'est que cette consommation, elle dépend justement de ces data centers. Et ces data centers, selon comme ils ont été équipés, leur âge, leur principe de fonctionnement, ils ne vont pas consommer la même quantité de données.
Les data centers, d'il y a 2-3 ans, depuis 2-3 ans, par exemple, sont auto-alimentés par de l'énergie solaire, utilisent des systèmes de refroidissement en boucle qui n'utilisent plus d'eau, alors que les anciens, ceux qui ont 10 ans, prennent de l'eau, refroidissent les ordinateurs et la rejettent. Voilà. Et les autres consomment de l'électricité à la prise, j'allais dire. Voilà. Donc il y a ça, la construction du data center, et puis aussi tout ce qui permet de faire vivre faire vivre ces data centers, qui sont les processeurs et les cartes graphiques. Les processeurs, les cartes graphiques, comme chacun de nos téléphones, nos ordinateurs, utilisent des métaux rares. Et donc, il y a 10 ans, plein de métaux rares à fond. Aujourd'hui, les cartes graphiques sont beaucoup moins consommatrices de ressources. Elles en consomment encore, attention, hein, de ressources rares, et beaucoup moins consommatrices aussi d'électricité. Donc, d'où la difficulté de savoir exactement qu'est-ce que consomme l'IA générative, qu'est-ce que ça consomme quand je fais une requête. Voilà. Dans ce flou pour l'instant, moi je pense qu'il faut qu'on sorte de l'intelligence artificielle, mais qu'on élargisse au numérique responsable, tout simplement. Voilà. Finalement, les intelligences artificielles sont un outil numérique, j'allais dire comme les autres, pas tout à fait, mais on est d'accord, mais voilà, un outil numérique comme les autres, et qu'on s'interroge sur notre consommation par rapport à l'ensemble du numérique. Voilà. Et Pharmacon, je termine là-dessus sur le sujet. Pharmacon, on l'a vu aussi au début, les IA, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, dans l'autre sens, nous a permis aussi des évolutions scientifiques, notamment en météorologie, en modélisation des modèles climatiques. Sans ces outils-là, les modélisations qu'on peut voir au GIEC, par exemple, ne seraient pas possibles. Sans ces outils-là, dans vos téléphones, vous n'auriez pas la météo heure par heure, par exemple. Voilà, tous ces outils-là aussi permettent aussi des choses, du suivi de la déforestation, du suivi des incendies, des alertes pour risque d'incendie, risque d'orage, etc. Tout ça sont aussi permis par le développement de ces technologies. Et puis on revient là, cette fois-ci à la loi et à l'éthique. Alors, concernant la loi, nous sommes soumis à une loi française qui s'appelle le RGPD, Règlement général pour la protection des données. La majorité des outils que vous utilisez ne sont pas compatibles avec le RGPD. Parce qu'à partir du moment où l'outil a un hébergement à l'autre bout du monde et pas un hébergement européen, à partir du moment où il n'est pas déclaré au registre de votre établissement, normalement, vous ne pouvez pas utiliser ces outils-là. Voilà. Il y a néanmoins des outils qui ont été déposés aux registres nationaux, qui permettent ça. À partir du moment où l'outil est déposé sur le registre, qu'il a été validé, que l'éditeur a fait les démarches pour être conforme au RGPD, on peut bien sûr l'utiliser. Voilà. Ensuite, il y a une loi, l'Europe a été la première, donc il y a une loi qui est en discussion, qui s'appelle l'AI Act, une loi européenne, qui définit aussi des différents usages, utilisation de l'intelligence artificielle par degré de dangerosité. Voilà. Et dans ce degré de dangerosité figure tout au-dessus l'utilisation des données. Voilà. Et notamment des outils, et ça on peut le voir quand elles existent, si vous allez bien sûr lire, comme on le fait tous les jours, les conditions générales d'utilisation qui sont marquées en bas en tout petit et qui sont très longues. Certains outils, clairement, annoncent utiliser vos données, vos requêtes et les réponses qui sont générées pour alimenter le modèle de langage. D'autres sont très clairs là-dessus et vous disent que les données ne sont pas du tout utilisées. Donc, dans notre réflexion d'utilisateur, il faut aussi avoir cette démarche-là. Mais encore une fois, beaucoup plus large que l'IA, mais pour le numérique en général,
quand j'utilise ce service-là, qu'est-ce qui se passe avec mes données? Qu'est-ce qu'implique ce service-là? Voilà. Sur le plan éthique, il y a une nécessité de transparence et d'explicabilité pour choisir en gros, aujourd'hui, vous n'allez pas réussir à remplir les 7 cases de cette infographie. Parce que les outils ne sont pas encore prêts, même s'il y a des outils qui se développent aussi en France. Un outil qui s'appelle Albert, par exemple, qui est développé par l'État, ou un autre qui est développé aussi pour la partie ressources humaines au rectorat de Lyon. On a un groupe de chercheurs qui s'appelle Génial. Donc c'est un groupe de travail numérique piloté par la direction du numérique éducatif. Donc ce groupe de travail travaille en consortium pour créer un modèle de langage dédié à l'éducation qui sortira potentiellement dans les 6 mois. Donc on aura des outils complètement transparents et qui vont remplir les 7 points. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc la première, c'est la transparence, l'explicabilité. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi la base de données? La prise en compte des valeurs humaines. Comment ces modèles ont été entraînés? Beaucoup de modèles, et ça a été le cas pour ChatGPT, ont été entraînés par ce qu'on appelle les travailleurs du clic, qui sont des travailleurs qui sont payés à la tâche sans potentiellement connaître la tâche, le cadre de cette tâche, et potentiellement plutôt dans l'hémisphère sud. Pour la France, c'est Madagascar, par exemple, majoritairement. Donc des gens qui sont payés à la tâche et puis pour valider les fameuses étiquettes d'entraînement dont je parlais tout à l'heure. Équité et non-discrimination, ça vous allez le voir aussi dans les ateliers potentiellement compétences psychosociales et bien-être que vous allez avoir aujourd'hui. Que répond le modèle quand je lui pose des questions je sais pas, je vais pas bien par exemple? Que répond le modèle? Est-ce que le modèle est dans un accompagnement ou pas? Enfin voilà, toutes ces questions-là. La responsabilité sociale de l'éditeur, donc là-dedans j'y remets aussi bien sûr la partie environnementale, protection de la vie privée des données, la sécurité et la fiabilité. Déjà, si vous n'avez pas si vous ne savez pas qui est l'éditeur de l'outil, fuyez. Voilà. Donc s'il y a même pas, vous savez même pas qui a créé l'outil que vous utilisez, voilà, et que vous n'avez aucune donnée là-dessus, fuyez. Et puis enfin, la participation et le consentement. Est-ce que je peux participer, alors à moindre échelle, bien sûr, mais au développement et faire des suggestions de développement pour que l'outil soit plus éthique. Voilà. En éducation, tous ces principes-là, bien sûr, s'appliquent. Et la première approche, c'est vraiment la protection des données et le cadre d'utilisation. Ouais. Comment on utilise ça? À la fois, finalement, dans mon quotidien professionnel comme assistant et plus tard, pourquoi pas, dans la classe. Les compétences qui sont développées, j'y reviens juste après. Et puis, moi, je veux m'arrêter vraiment là-dessus, puisque sur le 3e point, tous ces outils-là reposent des questions qu'on a en éducation depuis très, très, très longtemps. Ça repose la question de la pensée critique. Alors, je sais que vous avez, pour moi, une chance avec l'éducation socio-culturelle, je ne me suis pas trompé? C'est ça. Donc, vous l'abordez beaucoup dans l'agricole et c'est très chouette. Là, cette question-là se repose forcément. Donc, tout ce qui touche autour de l'EMI, l'EMC, etc. Tout ça, toutes ces questions-là qui sont essentielles reviennent forcément sur le devant de la scène. La question de l'évaluation, je vais être provocateur, mais si la machine peut répondre à l'évaluation que je donne, est-ce que ça vaut encore le coup que je la donne? Qu'est-ce que j'évalue? Quand est-ce que je l'évalue? À quel moment? Est-ce que la machine peut être un assistant de l'élève? Au lieu de générer à sa place, comment finalement ces machines qui sont utilisées potentiellement à la maison
voire à l'internat pour m'aider dans mes devoirs, comment ça peut être un assistant plutôt que quelque chose qui répond à ma place. Et plein de la question de la différenciation, enfin plein d'autres questions, et d'égalité d'accès, etc. Des questions essentielles reviennent sur le devant de la scène grâce, j'allais dire, à ces outils. Voilà. Les compétences à développer, elles sont vraiment diverses. La première, c'est la maîtrise de la langue. Si je ne maîtrise pas la langue, je n'ai pas accès à ces outils. Même si l'outil va faire ses propres interprétations en grammaire, en orthographe, etc., la maîtrise de la langue est essentielle. C'est des outils qui s'utilisent avec le langage naturel. Si je ne suis pas capable d'expliquer les choses, je n'ai pas accès à ces outils, ou j'aurai accès en tout cas à des réponses complètement moyennes qui ne me serviront pas. La deuxième, c'est la pensée computationnelle, la pensée informatique, on va dire. Même si ces outils sont en langage naturel, vous avez en fait un type de pensée, j'allais dire très en liste quasiment. En premier, tu vas faire ça. En deuxième, tu vas faire ça. En troisième, tu vas faire ça. Si il y a ça, alors tu fais ça. Voilà. Donc on a ce type de pensée qui est aussi super important. La créativité, j'en ai parlé tout à l'heure. Les compétences relationnelles. Alors, il s'avère que là, encore une fois, études scientifiques de Cambridge, je crois, de chercheurs de Cambridge ont regardé quel était le type de réponse qu'apportait, c'était ChatGPT, en fonction du ton de la question posée. Et il s'avère que plus vous êtes poli avec la machine, plus la réponse sera développée. Voilà. Si vous n'êtes pas poli avec la machine, la réponse sera beaucoup moins développée. Tout ça s'explique assez facilement, c'est parce que dans la base de données, vous avez beaucoup de forums en ligne publics qui sont venus alimenter la machine. Et donc, encore une fois, retour au langage naturel, les gens, normalement, ce n'est pas la norme en tout cas, ne s'insultent pas quand ils dialoguent. Voilà. Normalement. Voilà. Et ensuite, j'en ai parlé et reparlé, pensée critique, esprit encyclopédique, forcément, sans ce regard, sans ce recul nécessaire, ces outils vont jouer des tours. Voilà. Je vous ai fait, pour terminer, quelques exemples d'utilisation dans l'éducation. J'ai pris une image d'une cuverie. Oui, j'ai pas dit de bêtises. Ouais, d'une cuverie. Et mon prompt était: tu es enseignant de français dans un lycée viticole en France auprès d'élèves de BTSA. J'ai pas développé BTSA, pas bien. Tu vas m'aider à trouver des idées de séquences pédagogiques ancrées dans le quotidien de mes élèves en BTSA en t'appuyant sur cette image que tu auras analysée. Voilà. Et donc, il a analysé l'image. L'image montre un homme portant un gilet jaune debout à côté d'une rangée de cuves en métal. Les cuves sont probablement utilisées pour la fermentation du vin. Donc, des idées de séance. La première, la description, le processus de vinification, la sécurité en milieu viticole, la communication dans le domaine viticole, le marketing du vin. Et justement, là, j'ai utilisé Gemini pour faire ça. Gemini m'a proposé 3 sources qui sont des vraies sources de l'ONICEP, de France Compétences avec la fiche du BTSA et puis de l'Institut Agro-Enseignement à Distance. Voilà. Donc voilà, la machine peut m'aider à avoir des idées nouvelles. Voilà. Ensuite, je ne me suis pas arrêté là, je lui ai demandé, la séance 4 me plaisait bien, la proposition 4, donc je lui ai demandé de me développer ma séance. Et donc, j'ai mis en situation, activité complémentaire, évaluation, des ressources complémentaires, les avantages de cette séance, le lien avec le programme. Alors ça, moi, je n'ai pas le recul nécessaire. À vous de juger si c'est bien dans les programmes. Tout en bas à droite, C22, communiquer à l'oral et à l'écrit dans un cadre professionnel, etc. Et voilà. Donc, voilà un exemple d'idéation. La machine ne fait pas à ma place, mais vient m'apporter des idées. Et pour les utiliser quasiment au quotidien,
À chaque fois, je crois que j'ai eu une idée à laquelle je n'avais pas pensé. Voilà. Quand vous êtes tout seul à préparer votre classe, ben, c'est comme si vous aviez voilà, cet assistant à côté de vous. Une autre utilisation possible, c'est l'analyse de documents. Là, ben, c'est une analyse d'une des infographies qu'on a produite. Je lui ai demandé de résumer ce document avec un S, pas bien, en 5 points clés. La machine va m'aider à comprendre le document. Ça marche avec des PDF de 150 pages comme d'une page. À droite de l'analyse de données, là je lui ai donné en fait les relevés météo qui sont disponibles maintenant sur météo.data.gouv.fr, donc en données libres pour le Doubs. Et donc je lui ai donné 1 an de relevés météo de toutes les stations du Doubs et j'ai été interrogé en lui demandant quels étaient les endroits où il y avait le plus de précipitations dans le Doubs pour l'année 2023. Et il m'a dit la Boissaude, Arquestan et la Boissaude. Voilà. Bien sûr, après, je vais vérifier, etc. etc. Voilà. Ça, c'est très nouveau, ça une semaine, et c'est pour ça que je veux parler des outils qu'à la fin. C'est que voilà, Claude a sorti il y a une semaine son nouveau modèle de langage qui s'appelle Claude 3.5 Sonnet. Et ce modèle de langage est capable de générer du code et les animations qui vont avec, et de lire le code. Là, par exemple, j'ai demandé à Claude de me générer, tu es vulgarisateur scientifique, crée une animation interactive qui permette de comprendre la course de la Lune et du Soleil, utilise des illustrations attirantes et engageantes. Vous ne le voyez pas là, mais cette image-là est interactive. Je peux bouger les curseurs, je peux faire pause, etc., etc. Donc on est dans l'IA générative multimodale, texte-image, le code étant du texte, hein, mais qui est transformé ensuite en image. Donc on pourrait imaginer avoir des illustrations de cours interactives créées par la machine, Claude en l'occurrence, mais la version payante de ChatGPT le fait aussi très bien. Enfin, la création, donc ça c'est des images que j'ai créées moi, principalement avec un outil qui s'appelle Leonardo, qui est gratuit. À droite, un storyboard pour un petit dessin animé. Donc la machine a créé à la fois le texte et les images. Tout est éditable, donc je peux revenir dessus, lui demander que l'image ne me convient pas, de changer l'image, moi d'intervenir directement dans le texte. Et puis la musique. Les saisons dansent autour de nous, dans les champs, la vie est floue. Mais ensemble on grandira, un vin pur, on créera. Rejoins le lycée viticole, les terres t'appellent pour une vie folle. Rejoins le lycée viticole, cultive ta passion et ta vocation. Le rythme, etc. etc. Donc un exemple de création, un autre. L'intelligence artificielle générative est de plus en plus utilisée dans l'éducation pour créer du matériel pédagogique innovant et personnalisé. Les enseignants peuvent utiliser l'IA générative pour créer des exercices et des quiz sur mesure pour chaque élève, en fonction de leurs besoins et de leur niveau de compétence. Cependant, il est important de noter que l'IA générative présente également des limites et des risques, tels que la réduction de l'interaction humaine et la création de biais dans les résultats. Il est donc essentiel que les enseignants utilisent l'IA générative de manière responsable et éthique, en veillant à ce qu'elle complète et améliore plutôt qu'elle ne remplace les compétences et les connaissances humaines. Utilisez l'IA générative de manière responsable et découvrez comment elle peut aider à créer de meilleurs environnements d'apprentissage pour tous les élèves. Pardon. J'exporte ensuite une petite vidéo que je peux utiliser en illustration.
La différenciation, là j'ai pris le cas de quiz, mais on pourrait imaginer plein d'autres utilisations. Je vais demander en fait sur un sujet 3 questionnaires différents. Donc là j'ai un niveau facile, un niveau moyen, un niveau difficile que je peux reprendre, proposer à mes élèves, etc. etc. On sait le temps qu'on peut prendre à faire ce type d'évaluation. Là, il m'en propose directement 3. Encore une fois, je ne les copie-colle pas. Je prends le recul nécessaire sur le sujet parce que potentiellement, dans les réponses, il y a des réponses, même celles qui sont censées être justes, qui sont complètement fausses. Mais potentiellement, j'ai gagné un bon petit paquet de temps. Enfin, les présentations qui sont complètement générées, ça c'est une présentation, j'ai fait exprès, je ne suis absolument pas intervenu. Je lui ai demandé une présentation sur les IA génératives en éducation, leurs usages, atouts et limites. Et la machine m'a généré une présentation entière que je peux exporter au format PowerPoint, OpenOffice, etc. et que je peux utiliser directement dans mon logiciel du quotidien. Et puis, moi, je vais finir là-dessus. Pour moi, on a un devoir d'accompagner nos élèves. Accompagner nos élèves, ça ne veut pas dire utiliser ces outils en classe. Avant de les utiliser dans ma pratique, il y a beaucoup d'étapes bien avant, selon moi. La première, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. La première, c'est d'aider nos élèves à comprendre ce que sont ces outils, comment ils fonctionnent, avec toutes les controverses qu'on a abordées aussi. Et avoir ce regard distancié par rapport à l'outil et sortir de cet effet waouh et sortir de la baguette magique. Ça, c'est la première chose. De quoi on parle quand on parle d'IA générative? L'outil que tu utilises au quotidien, comment il fonctionne. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est potentiellement les aider à bien les utiliser, à mieux les utiliser ou à bien les utiliser. Simplement, par l'entrée, par le prompt déjà. Voilà. Pour déjà, quand ils vont l'utiliser dans leur quotidien, qu'ils aient cette construction nécessaire et préalable à l'entrée dans les outils. Et cette entrée-là, elle passe par le prompt. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on n'a encore pas besoin de la machine, en fait. On a besoin d'un papier, d'un crayon et de notre cerveau pour construire ça. Voilà. Ça, c'est encore une étape. Et ensuite, pourquoi pas, vous le générez et ensuite montrer la génération. On n'a pas besoin que chaque élève ait sa machine qui soit connectée. Et ensuite, le dernier niveau seulement, moi j'allais dire, seulement à ce moment-là, j'ai oublié de dire aussi qu'on avait plein de ressources où on peut en fait aborder l'intelligence artificielle sans écran, débranché. Il y a plein de jeux à faire avec les élèves, il y a plein d'activités à faire avec les élèves pour comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et puis tout à la fin, moi je mettrais l'utilisation en classe. Mais vraiment tout à la fin, et potentiellement, déjà RGPD, voilà, donc des outils qui respectent le RGPD, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Des outils où on est sûr que les données ne serviront pas à nouveau à entraîner un nouveau modèle. Et puis d'une façon réfléchie, avec un accès de tous, et pas chacun dans son coin, et collectif. C'est des outils aussi, même si c'est un accès individuel, qui permettent le collectif. On va se poser, on va réfléchir au sujet ensemble, en groupe, et on va construire le prompt parce qu'on a réfléchi au sujet et on n'est pas obligé de les utiliser non plus individuellement. Et je termine là-dessus. Je n'ai pas cité beaucoup d'outils, mais j'ai fait il y a 3 semaines cette petite roue. Sur cette roue, vous avez sur les deux premiers cercles en partant de l'extérieur 35 outils. Sur les à peu près 500 que j'ai testés, j'en ai sélectionné 35. Ils sont classés. Si vous voulez tester, si vous voulez expérimenter, c'est complètement subjectif, mais c'est ceux que je vous conseille. Sachant que ceux qui sont au milieu, c'est ceux que j'utilise quasiment au quotidien,
qui sont peut-être dans une utilisation plus experte. Voilà. Et je termine vraiment là-dessus. Ne cherchez surtout pas à aller tester tous les outils qui existent. Il y en a des dizaines et des dizaines par jour. Et potentiellement, l'outil que vous allez utiliser aujourd'hui, demain, soit il aura changé de forme, soit peut-être même il aura disparu. Par contre, si vous entrez avec toutes les compétences dont on a parlé, vous aurez accès à n'importe quel outil. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bertrand. Les questions sont ouvertes. Bonjour, Margaret Torion, professeure de langue à Dannemarie-sur-Crète. Je voudrais savoir si ces outils pourraient me permettre, en posant le prompt qui convient bien, d'évaluer la qualité d'une vidéo pour un public visé en langue. Alors, en anglais, par exemple, avec un thème précis, un thème... Presque. En fait, il y a beaucoup d'outils qui sont capables de faire ce que vous demandez, mais en fait, ils n'analysent pas la vidéo. Ils analysent le texte qui est lié à la vidéo et la transcription de la vidéo. En fait, l'audio est retranscrit et ensuite analysé comme dans un outil de texte. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui existent. Moi, j'en utilise un très souvent qui s'appelle Summarize, Summarize avec un Z, parce que mon accent est très mauvais, .ing, qui est capable de prendre, vous lui donnez une vidéo YouTube, il vous donne les points clés, les questions essentielles de la vidéo, il vous retranscrit de la vidéo sous forme de caractéristiques, etc., etc. Donc ces outils-là passent par le texte pour analyser la vidéo, en fait. Voilà. Après, peut-être ça arrivera, parce que déjà, vous l'avez vu, avec les IA multimodales, on a de l'analyse d'images. Mais une vidéo, c'est 24 images secondes, quoi. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Mais en tout cas, peut-être pour l'instant, vidéo, texte. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait un outil où on pouvait avoir, en fait, si on fait des recherches sur les dernières avancées scientifiques sur tel ou tel domaine, ou alors c'est que des sources plus anciennes. C'est-à-dire les derniers articles des chercheurs, par exemple. Alors, est-ce qu'il y en a un qui peut justement voir les dernières avancées scientifiques pour être un peu plus près de l'actualité par rapport à ce qu'on peut enseigner en biologie, par exemple, bien sûr, en génétique ou autre? Est-ce que c'est récent, en fait? Alors, je parlais tout à l'heure de Perplexity, c'est un outil grand public, mais qui est connecté à Internet. Donc, vous pouvez déjà passer par Perplexity avec un prompt qui est bien formulé. Vous aurez accès à ça. Après, il y a des outils dédiés. J'ai vu qu'il y avait des enseignants-chercheurs dans la salle. Donc, peut-être qu'ils pourront vous en conseiller. Moi, j'ai testé quelques outils comme ça qui sont vraiment dédiés à la recherche et notamment connectés à la plateforme qui s'appelle Arvix, c'est ça, la plateforme de dépôt d'écrits scientifiques mondial, Arvix, et qui est connecté à Arvix, qui est capable de faire du lien entre les textes, de proposer des résumés. Si jamais vous allez sur le site, j'ai une partie qui s'appelle Recherche. Et là, il y a plusieurs outils à aller tester. Voilà. Mais oui, il y en a qui sont spécialisés recherche académique. Ouais. Mais le premier outil, c'est vous. Hein. Le premier, avant d'aller chercher les outils, c'est vous. C'est vous qui saurez exactement définir la demande précise que vous faites à la machine. Et c'est vous qui serez capable d'analyser la réponse qui est produite. Voilà. Sans ce premier outil, ça ne sert à rien d'aller voir les outils de la roue. Le premier, c'est vraiment vous. Oui.
Dans la seconde vidéo, il était dit que les IA n'avaient pas de représentation du monde. Il me semble qu'il y a eu des recherches dernièrement qui montraient plutôt l'inverse. Sur quoi on se base pour affirmer que les IA n'ont pas de représentation du monde? Elles n'ont pas de représentation du monde puisque ces machines ne pensent pas. Ces machines sont des outils probables. Ces machines se basent sur la représentation qui est donnée dans leur base de données. Mais pas, elles ne pensent pas elles-mêmes. Elles n'ont aucune représentation du monde. Elles n'ont aucune représentation des choses physiques. Simplement, elles font de l'analyse statistique, de la probabilité. Voilà. Même si, encore une fois, je crois que c'est... je vais dire des bêtises, donc je ne cite pas l'université, mais il y a 15 jours, 3 semaines, il y a ce fameux test de Turing dont vous avez déjà entendu parler, test de Turing, qui est la capacité pour des humains à reconnaître si un texte, une voix, une image est produite par un humain ou une machine. Voilà. La moyenne du test de Turing par des humains, il trouve à 67-68%, je crois, la différence d'une fois à l'autre. Le dernier ChatGPT, ChatGPT 4o pour Omni, est à 54%. Donc on se rapproche. Mais pour l'instant, on n'a pas de représentation du monde, on n'a que des bases de données. Alors des bases de données énormes qui peuvent faire croire à une représentation du monde, mais pas une représentation du monde. Et forcément, c'est une représentation d'un monde. Même cette base de données énorme, c'est une représentation d'un monde qui a été choisi par une entreprise ou un groupement parce qu'il n'y a pas toutes les données du monde et tout ce qui pourrait faire le monde. Voilà. Je suis obligé de mettre des intermèdes en fait. Ce sera la dernière. On me dit dans l'oreillette, c'est la dernière question. Bonjour. Justement, nos élèves savent utiliser ce genre de... Enfin, savent pas forcément, mais utilisent ce genre d'outils. Comment nous, on peut repérer si ça a été utilisé dans un travail? Vous ne pouvez pas. Non, si, bien sûr que vous pouvez. Là encore, c'est vous qui savez. Alors, pour faire une petite histoire, un peu d'histoire récente, donc OpenAI, qui fabrique ChatGPT, avait jusqu'en juillet dernier un outil détecteur de contenu généré par l'IA. En juillet dernier, ils ont décidé d'arrêter cet outil parce que cet outil n'était pas capable assez souvent de détecter les contenus générés par l'IA. Donc si même OpenAI n'en est pas capable, vous n'en serez pas capable. Voilà. Par contre, ce que vous savez faire, c'est que vous connaissez vos élèves. Et vos élèves, l'élève qui arrive avec un contenu en milieu d'année, alors peut-être pas, il faudrait qu'ils le fassent dès la rentrée, ils n'écoutent pas là. Dès la rentrée, si ils utilisent un outil tout le temps le même, tout le temps de la même façon, dès la rentrée, peut-être vous ne verrez pas. Mais forcément, on voit, il y a des structures de phrases, il y a des mots aussi qui reviennent tout le temps, vous verrez quand voilà, il y a un enthousiasme, par exemple, dans ChatGPT qui potentiellement est très énervant. Voilà, il y a des structures et potentiellement, ce n'est pas du tout ce que l'élève aurait fait lui-même, quoi. C'est là que, pour moi, l'accompagnement, il est là-dedans. Il est de dire qu'il faut que ça soit un assistant et pas celui qui répond à la place. Parce qu'en plus, s'il répond à ma place, mais c'est comme quand j'allais à la bibliothèque, non pas moi, des amis allaient à la bibliothèque et recopier des passages d'encyclopédie. On peut se rapprocher de ça. C'est à quoi ça m'a servi, à part améliorer potentiellement mon écriture manuscrite. Voilà. Si ça m'apporte pas, si ça me permet pas d'acquérir des compétences et des connaissances nouvelles, ces outils-là ne servent à rien. Et puis sur ce que vous avez dit au début, et je le dis pas très fort, mais pour moi, les générations X, Y, Z n'existent pas. Voilà. Pour moi, on est tous
au même niveau avec tous ces outils numériques. Voilà. C'est pas parce que un élève va utiliser MyAI de Snapchat qui saura utiliser l'intelligence artificielle générative. Par contre, il aura vachement de facilité à utiliser Snapchat, à se promener dedans, à mettre des filtres, à faire un montage photo, etc., etc. Mais en fait, on a tous des usages, qu'on soit adolescent ou adulte, hyper spécialisés à chaque fois. C'est pas parce qu'on a 17 ans ou 18 ans qu'on sait utiliser tous les outils numériques, quoi. Et vous le voyez forcément aussi au quotidien, il y a des élèves qui ne savent pas utiliser un ordinateur, et c'est normal, ils n'en ont pas. Ils n'ont jamais utilisé d'ordinateur, presque, sauf à l'école. Par contre, sur leur smartphone, sur une tablette, etc., ils vont se débrouiller super bien. On est tous, je pense, à peu près au même niveau, sauf que nos élèves, potentiellement, on l'a vu tout au début, l'utilisent beaucoup plus fréquemment que nous, mais ont besoin aussi d'un accompagnement, d'une réflexion sur tous ces outils. Et on est obligé d'arrêter, mais je suis là jusqu'à ce soir. Et puis, on se retrouve aussi dans un atelier cet après-midi. Et je vous remercie beaucoup.